Merci de votre invitation pour ces discussions tout à fait passionnantes. Secteur après secteur, on voit bien les difficultés que nous avons à nous insérer dans un monde tourmenté, difficile et agressif. Et il est vrai que vous m'avez demandé de traiter ce sujet, comment restaurer la souveraineté de la France. C'est un sujet, ça s'appelle une présupposition en philosophie, c'est-à-dire qu'on présuppose qu'elle est affaiblie. Alors, je voudrais peut-être dire un mot d'abord du diagnostic, comment on pourrait partager un certain nombre d'analyses, puis ensuite peut-être de propositions. Après tout, on n'est pas dans une assemblée parlementaire, mais on pourrait, chacun comme citoyen ordinaire que nous sommes, faire l'effort de construire la façon dont, en effet, nous pourrions restaurer tout ou partie de la souveraineté de notre pays. C'est un beau mot, le mot de souveraineté. Il ne faut pas en avoir honte. Donc je remercie M. Barbedienne d'avoir mis ce mot à l'honneur. C'est un mot issu de la Révolution française. Nous avons conquis le droit de décider en dernier ressort de notre propre destin. Nous l'avons arraché au monarque. Ce n'est pas pour le donner à d'autres. Cette conquête-là, elle a un sens. C'est celui de la liberté, qui est au frontispice de notre devise nationale et républicaine. Alors, bien sûr qu'elle s'est confondue avec le chemin de la France. Lorsque j'étais jeune, j'ai commencé, je collais les affiches de François Mitterrand, j'avais 18 ans, et c'est lui qui m'a appris à aimer la France, c'est-à-dire d'avoir cette relation qu'un jour ou l'autre, par l'émotion, la sensibilité, peut-être parfois par des chemins plus cérébraux, on acquiert le sentiment d'appartenir à une nation qui a un destin particulier, original, des choses à dire pour elle-même, mais aussi au reste du monde. Et cette sensibilité-là, à l'époque, pour moi, la France, elle était un peu charnelle, c'est-à-dire que c'était une relation un peu sentimentale. Quand j'avais 18 ans, on m'a demandé d'aimer un être de chair. Et puis, soudain, on est passé à autre chose. Il fallait, par substitution, aimer un concept froid et abstrait qui s'appelle l'Europe. Et on m'a dit, il faut substituer tes amours de jeunesse à quelque chose de tout à fait platonique, qui n'est pas incarné, Kissinger, quel est le numéro de téléphone, et qui va nous sauver. Alors, 40 ans après, évidemment, nous avons subi quelques déconvenues. Alors, quand on regarde les points de difficulté, souveraineté affaiblie économiquement, on a deux éléments de discussion. Le premier, c'est le déficit de la balance des paiements, de la balance courante. Nous sommes le pays qui s'est le plus affaibli des 5 dernières années dans l'Union européenne. 164 milliards l'année dernière de déficit. Ça veut dire que notre dépendance sur des produits extrêmement nombreux, que ce soit agricoles, industriels, est considérable. Et surtout, nous avons l'obligation de financer ce déséquilibre par des entrées de flux financiers qui viennent acquérir en France un certain nombre de nos actifs. Ce qui fait dire à un certain nombre d'économistes disent que nous sommes détenus, c'est-à-dire détenus dans tous les sens du terme, c'est-à-dire enfermés, d'autres diraient tenus ou par la propriété d'autrui, c'est-à-dire que lorsque les Chinois et les Américains font leur shopping dans nos start-up, dans nos châteaux viticoles, dans nos hôtels, dans notre immobilier, dans nos actifs, eh bien, c'est parce que nous n'avons pas, nous, les excédents pour les acheter, mais surtout, c'est parce que nous achetons aux autres 164 milliards de plus qu'eux-mêmes nous achètent. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation de dépendance très critique. Et là-dessus, je voudrais dire un mot comme ancien ministre d'économie. La question macroéconomique
est fondamentale. Est-ce que les conditions de compétitivité par rapport à l'Allemagne, par rapport à nos voisins immédiats de l'Europe du Sud, aux États-Unis, les autres grands pays continentaux, nous sommes en mesure de survivre? Nous avons toujours eu une politique de compétitivité. Celle-ci ne marche plus. Nous avons rétabli les coûts du travail avec l'Allemagne, nous sommes à peu près équivalents. Nous avons un coût énergétique qui, malgré les déconvenues de l'affaire ukrainienne et de la très mauvaise gestion politique de l'Union européenne du coût de l'énergie, nous avons toujours eu un coût de l'énergie beaucoup plus compétitif en Europe, et j'espère qu'on va le retrouver, ça doit faire partie des travaux d'Hercule de ce presque gouvernement. Donc nous avons toujours travaillé la compétitivité. Ça ne fonctionne plus. Donc cette question est une question qui est posée, c'est-à-dire qu'on doit traiter la question de la balance commerciale, non plus de façon macroéconomique, c'est-à-dire travailler sur les fondamentaux, mais microéconomique, c'est-à-dire produit par produit, comment on organise la reconquête, combien ça coûte d'investir, qui va le faire, comment on va le faire. Donc j'esquisse un peu dans ce diagnostic qui n'est pas catastrophiste, mais purement factuel et réaliste, les conditions de la solution que vous m'avez demandé de traiter et d'apporter à votre colloque ici à Saint-Malo, au Palais du Grand Large. Alors, deuxième élément, l'affaire de la dette. C'est un sujet qui ne mérite pas, je dirais, pour le coup, trop d'alarme. Le Japon doit être à 160%, les Italiens 130%, nous avons dépassé 100%, les États-Unis ont un déficit qui frôle les 10%, nous sommes à 5-6%. Bref, que se passe-t-il dans le monde? Dans la course technologique, et ça vous intéresse ici, les investissements considérables dans les nouvelles technologies, comme dans le maintien des positions acquises sur l'essentiel des biens industriels, ont conduit les États disposant d'une monnaie forte à eux-mêmes poursuivre le travail de création monétaire et d'endettement public pour financer cette course. Les Européens se remettent, après l'affaire du Covid et du quoi qu'il en coûte, en situation stratégique de disparaître de la course par des rétablissements des comptes publics. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait laissé les États membres financer seuls le Covid. La dette Covid, il y a à peu près 500 milliards, qui aurait dû remonter dans un instrument de gestion de la dette collective du Covid par l'Union européenne, ce qui aurait donné des moyens et des disponibilités sur le bon endettement. C'est comme le cholestérol, la dette, il y a la bonne, il y a la mauvaise. La dette qui investit et qui offre et propose des revenus futurs, c'est de la bonne dette. Il faut en avoir, il faut s'endetter. En revanche, la dette pour financer les dépenses courantes, il faut la proscrire, les raser et s'en débarrasser. Donc aujourd'hui, nous sommes affaiblis parce que nous avons une dette passive et passée qui a financé des dépenses courantes, qu'il va falloir rattraper en rétablissant en effet un certain nombre de dépenses excessives, rétablissement des... renonçant à des baisses d'impôts qui ont été très généreuses par rapport à nos dépenses, hein, c'est toujours un relatif. Donc ça, sans casser la croissance. Voilà les termes du débat qui aujourd'hui fait que l'idée, c'est de ne rien faire. Donc la Cour des comptes a fait les trois phrases, hein, vous avez entendu le président de la Cour des comptes, il a dit il faut diminuer les dépenses, rétablir les impôts, sans casser la croissance. Donc en fait, on va faire un peu chaque année, et d'ailleurs, le concours Lépine des solutions des coupes budgétaires et des impôts a commencé. À droite, c'est la coupe budgétaire. À gauche, c'est le concours Lépine de l'impôt nouveau. Bon, donc vous avez là de quoi faire, mais en vérité, pour éviter d'obérer le futur, on est obligé de ne pas trop bouger. Mais nous sommes extrêmement affaiblis. Pourquoi? Parce que le poste principal de la dette, et c'est un affaiblissement de souveraineté, a pour conséquence de nous priver de nos marges de manœuvre budgétaires. Quand vous avez 50 milliards qui partent dans la dette, c'est 50 milliards que vous ne mettez pas dans la défense, que vous ne mettez pas dans l'éducation, dans les services publics, que vous ne mettez pas dans l'investissement d'avenir. Donc vous remboursez le passé sans pouvoir investir dans le futur. Grave difficulté, nous sommes affaiblis économiquement. Nous sommes aliénés politiquement. Deuxième sujet. Je rappelle que les Français ont voté non au traité constitutionnel européen.
Et là, c'est une affaire sérieuse et importante. Je veux revenir sur cette question parce qu'elle est la cause du divorce fondamental entre la population, le peuple français, et sa classe dirigeante, grosso modo, qui était à peu près d'accord, il faut le dire. C'est qu'on dit non, mais on fait oui. Alors, c'est une fracture. Les Anglais ont été beaucoup plus respectueux de la démocratie, ils l'ont payé cher. Et donc, le Brexit, vous avez eu une succession de gouvernements qui ne pouvaient pas sortir du mandat qui avait été donné par la décision prise par le peuple souverain britannique. Chez eux, le suffrage universel est sacralisé, chez nous, il est piétinable, et ça a donné la situation à laquelle on est, c'est que le traité de Lisbonne, aujourd'hui, est une machine à intégrer de plus en plus c'est ce que j'appellerais la mutilation juridique de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on a fait le choix non consenti, donc c'est un oxymore, j'ai fait un choix non consenti, d'accepter une Union européenne que je réprouve, qui consiste, parce que c'est ça la situation dans laquelle nous sommes, qui organise l'intégration juridico-politique permanente par un jet continu de normes, de règles qui restreignent, limitent le pouvoir du souverain, c'est-à-dire du Parlement, donc du gouvernement. Alors ça, c'est un sujet fondamental. Vous avez 5 cours suprêmes, dont 2 européennes, la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice du Communautés européennes, enfin de l'Union européenne, c'est la Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. 5 cours suprêmes qui fabriquent tous les jours des décisions dans lesquelles il n'y a aucune légitimité, et qui, mieux, le Conseil d'État, et j'ai été invité à m'exprimer devant le Conseil d'État dernièrement, ils m'ont dit, vous qui défendez la souveraineté, nous voudrions vous entendre. J'ai dit, vous faites bien de m'inviter, j'ai beaucoup de choses à vous dire, et notamment, moi j'ai 2 problèmes avec la jurisprudence du Conseil d'État. En 1989, vous vous êtes arrogé un droit qui ne pouvait pas atterrir dans vos mains, qui est celui de juger la loi. Vous êtes le juge de l'administration, pas du législateur. Et vous avez écarté une loi nationale au profit d'une décision européenne. C'est inacceptable. Et vous l'avez fait dans des conditions qui ont conduit aujourd'hui la France, sur toute décision que prendrait le Parlement, à ne plus pouvoir être souveraine lorsqu'elle considère qu'une décision européenne porte atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Ce qui est souvent le cas, c'était le cas dans l'affaire du marché de l'électricité, je prends cet exemple. Si le Parlement avait pris la décision sage et souveraine de décider, au moment de la crise ukrainienne, où l'électricité a augmenté de 200 à 1000% selon les opérateurs, de créer un tarif réglementé qui faisait abstraction des règles européennes, n'importe quel plaideur, sans être un spécialiste, pouvait aller devant le Conseil d'État, faire écarter la loi au profit de la directive européenne, qui est la directive sur le marché de l'électricité, qui d'abord est hors traité, donc elle est illégale au regard des traités, et surtout, elle est totalement absurde et destructrice de l'économie nationale. Donc, il y aurait eu une décision de cette nature. Alors, évidemment, le Parlement n'a pas eu ni la majorité ni la force de le faire, mais c'est pour vous dire quelles conséquences ça a. Et puis la deuxième, c'est un arrêt que vous connaissez peut-être ici, c'est French Data Network, où le Premier ministre est allé devant le Conseil d'État en disant « La décision que vous imposez comme devant prévaloir sur ma décision, qui est un décret que j'ai signé en Conseil des ministres, qui réglementait l'usage des données par les opérateurs téléphoniques sur instruction du ministère de l'Intérieur et des Armées, si je me souviens bien. Il avait dit, mais moi, je considère que j'ai un intérêt national et que la décision prise par l'Union européenne est hors de sa compétence. Donc, je vous demande, chers amis du Conseil d'État, je rappelle que le Premier ministre est le président du Conseil d'État dans la Constitution et que le vice-président du Conseil d'État, qui est un magistrat, est chargé d'être le juge du gouvernement. Donc voilà la situation institutionnelle dans laquelle nous sommes. Au Conseil d'État, on lui a répondu « Monsieur le Premier ministre, vous nous demandez de censurer une décision européenne, de ne pas l'appliquer en France, c'est-à-dire de l'écarter, parce que vous jugez qu'elle serait ultra vires, ça veut dire pour les juristes, au-delà de votre champ de compétences.
les traités sont limités. Et je rappelle, avait dit M. Castex à l'époque, que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne fait ce travail et censure toutes les décisions prises, et il y en a des milliers tous les ans, de la part du Parlement, de la part de la Commission, de la part du Conseil, de la part de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez des milliers de décisions qui sont hors traité et qui n'ont pas de légitimité juridique, car je rappelle, il n'y a pas de légitimité politique à l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas de souveraineté collective. En conséquence de quoi, le Conseil d'État a dit « Nous refusons de faire le travail du tribunal constitutionnel de Karlsruhe ». Donc, non seulement le Conseil d'État, et c'est pour ça que je suis allé le leur dire, non seulement le Conseil d'État refuse de censurer les excès de pouvoir de l'Union européenne, mais en plus écarte au profit de lois européennes la loi nationale. Double peine pour la souveraineté nationale. C'est ce que j'appelle la mutilation juridique de la souveraineté. Affaiblissement économique, mutilation juridique, aliénation politique, et puis une forme de défaite dans la mondialisation. Revenons à l'économie un instant, et faisons l'énumération que vous connaissez. Alstom, pris par les Américains, détruit. Lafarge, acheté par les Suisses. Naval Group, humilié par les Australiens. Vous vous souvenez de l'affaire, même si on s'est refait depuis. Essilor, conquis par les Italiens. Péchinet, démantelé par les Canadiens. Arcelor, démonté par un Anglo-Indien. Technip, capturé par un Texan. Alcatel, cédé à des Finlandais. L'uranium au Niger, capturé par les Russes. Tout ça au son de la musique Wagner. Bon. Et sur le fond une Union européenne qui nous a laissé devenir une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Puisque quand vous avez un site marchand et que vous vendez vos produits sur Internet, alors vous avez le choix entre Google, si vous le faites vous-même, ou Amazon. Donc votre patron, c'est l'algorithme Google. Quel est le numéro de téléphone? Voilà, vous connaissez ça mieux que moi. Donc voilà la situation de le tableau dans lequel nous sommes. Je voudrais d'ailleurs dire qu'on peut s'habituer, c'est un très beau texte d'Étienne de la Boétie sur la servitude volontaire. Il explique les ressorts de la servitude volontaire. Nous sommes en état de servitude volontaire. Il dit c'est l'habitude. On s'est habitué à être dépendant des autres, service des autres. Alors il y a eu un réveil de la conscience pendant l'affaire du Covid. On s'est dit, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de masque. Finalement, on a quoi? On a quoi? J'ai regardé la balance commerciale, non pas par poste, mais par produit. Prenez par exemple les médicaments. Nous sommes dépendants sur 2000 médicaments avec des ruptures de stock et évidemment du chantage des États. Vous imaginez que si des États font du chantage en utilisant l'énergie, en utilisant les céréales, en utilisant même les ingérences numériques, vous imaginez à quel point ils vont utiliser les médicaments. Donc vous avez aujourd'hui les médicaments alcaloïdes, c'est un des postes de la balance commerciale. Les médicaments alcaloïdes servent à endormir avant les opérations chirurgicales. Nous en consommons et nous en importons chaque année pour 10 milliards. 10 milliards sur 160, vous voyez, ça compte. Nous avons des infrastructures dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on a imaginé leur demander de récupérer cette souveraineté-là? Quitte à le payer plus cher, d'ailleurs. Ce n'est pas le problème du prix. La mondialisation, c'est le prix. Et le prix mondial. La souveraineté, c'est un autre prix, celui de la liberté. Il n'a pas de prix, la liberté. Et donc, il faut le payer. Bien sûr, j'entendais notre amiral tout à l'heure dire la performance face à... oui, et parfois, on fait des arbitrages différents, mais il faut les délibérer politiquement. Donc, je prends cet exemple. Est-ce qu'on sait que nous importons pour 1 milliard de radars par an? Là-dedans, vous avez des terres rares, vous avez de l'aimant, parce que maintenant, c'est devenu une terre rare. C'est considérable, parce que les radars, il y en a partout, comme vous le savez. Et donc, dans l'industrie de la mobilité. Et nous importons, vous mettez d'ailleurs, j'ai fait faire une étude pour l'agriculture, très intéressant, parce que finalement, c'est le signe de notre propre laisser-aller, de nos abandons successifs.
j'allais dire, de notre forme de lâcheté face finalement à la violence économique, à la guerre économique, pouvons employer des mots qui sonnent maintenant justes. Vous mettez les vins et spiritueux, les céréales et les protéagineux, tout le reste de l'agriculture est en train de disparaître. Vous avez un effondrement partout. Alors vous avez des terres de monoculture, le lait, l'élevage qui sont encore résilientes, mais sont en difficulté. Alors tout le reste, arboriculture, les fruits et légumes, regardez tout ce qu'on consomme. Donc j'ai fait faire une étude sur les 10 produits les plus consommés par les Français. Le saumon, l'huile d'olive, les pâtes alimentaires, les préparations à base de pommes de terre, chips et frites, hein, ça on en mange beaucoup, les fruits rouges, fraises, framboises, les fruits secs. Moi-même, j'ai relocalisé sur un fruit sec, la menthe, enfin, c'est quand même 350 millions de marché, hein, 320 millions de marché, et vous mettez ça bout à bout, tout ça, les 10 produits, c'est 7 milliards d'euros de déficit de la balance commerciale. On a fait les calculs, on a travaillé avec toute la profession agricole, on a dit, bon alors, comment on fait pour reprendre les 10 produits au moins 30 à 40% de la consommation, de la production par rapport à la consommation? Il faudrait, si on prenait 100%, qu'on investisse 9 milliards. 9 milliards. France 2030, c'est 54 milliards. On peut le faire. On a l'argent. Je rappelle, et je vais en dire un mot tout à l'heure, dans un instant, dans les propositions, que tout ça n'est pas inaccessible. On a les opérateurs, on a les moyens encore de le faire, profitons-en. On a des agriculteurs, je rappelle, 20% de la surface agricole utile aujourd'hui est en friche. On parle des friches industrielles, on pourrait parler de la surface agricole en friche aussi, des friches agricoles. Donc on a un délaissement qui a pour conséquence que, écoutez, les statistiques d'Eurostat parlent. Nous avons en moyenne de revenus par habitant aujourd'hui, nous venons, la France, hormis toutes les régions françaises, hormis l'Île-de-France et PACA, nous venons de passer en dessous de la moyenne européenne en revenus par habitant. Moyenne européenne. Voilà. Je rappelle qu'on a perdu 11 points sur le revenu par habitant, 11 places dans le classement qui nous comparait à chaque État fédéré des États-Unis d'Amérique. Donc maintenant, on doit être, en bas, on était quand même au-dessus du milieu. Et même l'Allemagne est descendue très vite à 5. Pourquoi? Parce que l'Europe dans son ensemble décroche et la France décroche dans l'Europe. Les deux. Voilà le double mouvement. Et surtout, sujet tout à fait préoccupant, vous avez le taux d'emploi. En Allemagne, on est à 76% de gens au travail dans la population active en âge de travailler. En France, on est à 68%. Vous avez 8 points de moins. Donc, il n'y a pas de gens assez au travail. Et en vérité, ce n'est pas que les gens, puisqu'on entend souvent ça, ils ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas de travail, en fait, pour les millions de personnes qui sont encore aujourd'hui à rechercher du travail. Alors, ils ne cherchent pas forcément le travail qu'on leur propose, il y a tout ce sujet frictionnel, mais en vérité, il manque 1 million d'emplois pour retrouver le niveau de force économique qui a été le nôtre. C'est ce 1 million d'emplois qu'on cherche depuis 10 ans, qui correspond en fait à ce qu'on a perdu au moment de la crise des subprimes, quand on est descendu la marche. Regardez le PIB industriel dans le revenu national. Moi, j'ai pas de slide, excusez-moi, je suis anti-slide, je suis anti-McKinsey, anti-slide, ça. Je vais vous taquiner un peu. Donc, j'ai pas de slide, mais je vais vous dire, vous allez retrouver ça. Vous avez le PIB industriel dans le revenu national, la courbe est comme ça, 2008-2009, clac, et bien on n'a pas remonté. Voilà, malgré tout ce qu'on nous raconte. Hein. Je pourrais d'ailleurs entrer beaucoup plus dans le détail sur la question du chômage, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vous ennuyer, mais comment faire? Donc que faire, disait Lénine. Que faire? Ben oui. Alors déjà, quels sont nos objectifs? Quels sont nos buts de guerre, finalement, dans la survie de la nation France, pour éviter qu'elle ne continue sa lente descente? Alors, je vous conseille la lecture du rapport Luanzi. C'est le rapport interdit. C'est le rapport demandé par M. Le Maire, mais que M. Le Maire a refusé de publier. Conséquence, Luanzi, qui est
un expert, un ingénieur extraordinaire des mines, qui a travaillé sur territoire d'industrie, qui est un ancien de Saint-Gobain, il a été conseiller industriel, voilà, bref, c'est un spécialiste. Il a dit, voilà, il faut qu'on relocalise sur le territoire national, commencer par là, entre 50 et 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez vos chiffres d'affaires. Mettez-vous sur 50-70 000. Il faut qu'on fasse ça en 10 ans. Avec ça, alors ça a une traduction, c'est 1000 usines à peu près en PIB industriel, mais ça marche avec l'agriculture et les services en fait. C'est 50 à 70 milliards. Donc, comment susciter 50 à 70 milliards? Il faut investir chaque année 30 milliards de plus que ce qu'on investit. Aujourd'hui, l'industrie investit environ 90 milliards chaque année. Il faut qu'on passe à 120. Donc en vérité, où on va trouver les entrepreneurs? On les a. Où on va trouver les financements? On les a, mais ils ne vont pas dans l'industrie ou l'agriculture. Où est-ce qu'on va trouver la place pour les usines? On les a, on a les friches industrielles et agricoles. Mais simplement, on n'a pas décidé de le faire. On fait des gigafactories à coût de milliards, 1, 2, 3. 3 milliards de subventions pour ACC, c'est cher l'emploi. Moi, on m'aurait donné 3 milliards, j'aurais fait la moitié de mon programme agricole. Sur 7 milliards, on aurait pu faire quelque chose. Vous voyez les proportions et la façon dont politiquement on aurait pu faire différemment. On peut encore le faire différemment. Pour ça, il nous faut un pilote dans l'avion, un gouvernement qui pense, qui réfléchit avant d'agir. Alors, il faut trouver 25 000 hectares. Et surtout, il faut trouver 1 million de personnes, puisque c'est le million à peu près. Les 1000 usines, c'est 250 000 emplois industriels. Et le reste, ce sont les emplois indirects, serviciels autour. Donc ça fait 10 usines par département en 10 ans, donc une usine par département par an, sur 100 départements. Voilà, c'est ça le programme. On a aujourd'hui dans les PME, dans toutes les boîtes, des projets. Dans la tête de l'entrepreneur, du boss, du cadre, du directeur du développement. Tiens, on aurait dû faire ça, mais on n'a pas l'argent. On a eu les soucis de ceci, les soucis de cela, on n'y a pas pensé. Bon, c'est un projet qui est resté dans les cartons. Les banques ne sont pas orientées aujourd'hui à cause du système BAL 3 ou même les assurances Solvency 2, puisque, comme vous le savez, personne dans le monde n'applique BAL 3 et Solvency 2. Vous savez que ce sont les critères prudentiels qui conduisent l'investissement productif à être pénalisé dans les ratios de compensation en fonds propres chez les banquiers ou les assureurs. En conséquence de quoi, quand vous prêtez 1 euro à une PME, vous mettez 50 à 60 centimes de fonds propres dans... donc ils ne veulent pas le faire parce qu'ils disent « je préfère prêter, faire autre chose, des opérations de marché, comme ça je n'ai pas besoin de renforcer mes fonds propres ». Donc les États-Unis ont fait sauter BAL 3. Mais l'Union européenne continue, vous savez, à appliquer dans son ordolibéralisme archi-prudentiel, à appliquer ces règles stupides. En conséquence de quoi, nous n'avons pas de système bancaire aujourd'hui qui finance de façon suffisamment fluide les projets industriels. Donc, qui sont finançables sur fonds propres. Vous regardez secteur par secteur dans les filières industrielles, vous avez des boîtes surendettées et qui n'ont pas assez de fonds propres. Donc, la bonne solution, première proposition, ce serait d'abandonner les PGE, de les convertir en fonds propres. Il y a 120 milliards qui ont été donnés en prêtés aux entreprises. Je rappelle qu'aux États-Unis, le PGE américain, c'est 30 ans. Chez nous, c'est 5 ans. Donc la conséquence, c'est que personne ne peut rembourser, hein, surtout si vous faites 5% par an de revenus. Vous remboursez au bout de 5 ans, 5 fois 5, 25. Votre boîte, elle est à plat et vous ne pouvez pas rembourser au bout de 5 ans. Conséquence, vous avez aujourd'hui un niveau de faillite très élevé lié à ces PGE à rembourser. C'est l'État qui met en faillite en fait ces boîtes en demandant le remboursement des PGE. Donc on peut dire ça, monsieur le maire, enfin ex-le maire, vous n'avez aucune réaction du gouvernement. C'est dommage, parce qu'en vérité, les Américains ont fait des PGE sur 30 ans. Donc il suffisait soit de les mettre sur 20 ans, soit dire on convertit en fonds propres, vous avez des besoins de fonds propres, donc les banques vont être dans votre capital. Bon courage. Mais ça nous permet d'amorcer la pompe du renforcement des fonds propres dans les entreprises et de capitaliser
aujourd'hui, ce qui est une dette exigible et qui les précipite à un niveau de faillite qui est exactement, on est à 63 000 faillites par an, c'est exactement le même niveau que pendant la crise des subprimes. Voilà où nous en sommes quand même. Donc, on peut imaginer, un système de financement de ces projets par la mobilisation de l'épargne assurantielle. Il y a 2500 milliards qui ne sont pas placés ni fléchés dans l'épargne française, ne finance pas l'appareil productif, mais nous avons beaucoup d'épargne. Comment est-ce possible? Alors, vous savez, le gouvernement a compris le problème. Là, il a entendu. Il a dit on va demander à un polytechnicien qui s'appelle M. Tibi de réunir les grands souscripteurs, ceux qui ont l'épargne, leur demander de mettre dans des fonds d'investissement. Mais les fonds d'investissement n'investissent pas davantage dans l'industrie, dans les entreprises françaises. Elles prennent des obligations singapouriennes, elles investissent beaucoup aux États-Unis, de moins en moins en Europe, vu la conjoncture. Donc ça n'a eu aucun effet. Donc nous avons là une deuxième proposition que je veux défendre, c'est un fonds souverain obligatoire, c'est-à-dire vous dites, ben voilà, allez, à AXA, Alliance, la Caisse des dépôts, vous mettez 2% de vos encours, je n'ai pas besoin de plus, 2% sur 2500 milliards d'encours, c'est pas besoin de plus, sur 10 ans, avec ça, on peut financer la réindustrialisation. Il faut juste mettre des mecs, qui ne soient pas des politiques, à la tête de ce fonds, des mecs ou des mequesses, c'est pas du tout genré, soyons détendus. Il nous faut des mecs qui s'occupent sérieusement de l'affaire et qui connaissent le métier et qui acceptent de travailler sur la France. Je rappelle les chiffres, c'est les chiffres du l'ancien patron d'Amundi, Yves Perrier. Il dit écoutez, 96% de l'épargne aujourd'hui va vers l'immobilier, d'où l'inflation des prix de l'immobilier. Vous avez, quand je dis 96, c'est 94, pardon. 4% qui vont sur les actions cotées, 4% de l'épargne, et le reste, ben, c'est la BPI, enfin rien. Bon. Donc c'est ça le problème. Donc là, il y a un travail à faire avec tout le système financier assurantiel français de réorientation de l'épargne. Et il y a un sujet, évidemment, en fait, on ferait des fonds de pension, des fonds d'investissement, pas de pension, des fonds d'investissement avec ceux qui ont épargné sur leur vie et sur ce que fait la préfonds sur 30 ans, hein, en fait, en vérité. C'est ça qui nous manque. On a un sujet sur la commande publique. Alors là, c'est 80 milliards de dépenses qui sont moins patriotiques que les grands groupes qui achètent encore un peu à la place France. C'est-à-dire qu'en fait, les collectivités locales, les hôpitaux, les préfectures achètent moins à la France et aux PME françaises que les grands groupes du CAC 40. C'est vous dire quand même que les statistiques sont extrêmement défavorables. Donc là, il y a une réforme à faire de la commande publique. Alors c'est assez simple parce qu'à droit européen constant, parce qu'on nous dit toujours oui mais l'Europe nous interdit, pas du tout, les Allemands savent faire 80% pour favoriser la plaque allemande avec les mêmes règles. Comment font-ils? Quel est ce mystère berlinois? Ben, c'est très simple, nous avons 120 000 acheteurs publics. Eux en ont 3 000. Quand vous en avez 3 000, vous les réunissez dans une pièce, vous leur dites, vous achetez allemand, ça ne sort pas d'ici, exécution. À 120 000 acheteurs, avec le délit de favoritisme, tout le monde tremble dans son coin, la secrétaire de mairie dit « Ouh là là !» La commission d'appel d'offres du Conseil général « Ouh là là !» Les hôpitaux « Ouh là là, j'achète chinois parce que moi je suis sûr que c'est du mieux 10 ans !» Conséquence, on ne soutient pas nos propres entreprises avec notre argent. C'est notre argent. Et on donne des trains aux Chinois qui viennent concurrencer Alstom. Donc je pense que là, il va falloir prendre des mesures. Mais des mesures assez simples de réorganisation de l'achat public en donnant le monopole en le recentralisant et en donnant le monopole à quelques acheteurs qui savent jouer avec les règles, qui savent faire des appels d'offres et les rédiger en mettant des clauses locales, ce qui est parfaitement compatible avec le droit européen. Il y a la question du protectionnisme.
qui est un sujet qui revient toujours. Il n'existe pas de nation non protectionniste. Ça n'existe pas. Nos concurrents sont tous protectionnistes. Il y en a qui refusent de l'être par idéologie. Je me rappelle que le président Sarkozy avait commandé un rapport à Hubert Védrine sur la mondialisation. Et Hubert Védrine avait vraiment fait une analyse absolument exceptionnelle. Ça a déjà 15 ans. Il avait dit tous les pays ont une part de protectionnisme et de libre-échange, les deux. C'est une question de dosage, de moment, de temporalité, d'intérêt fluctuant, et donc il est parfaitement possible d'exercer le protectionnisme. Alors, les agriculteurs, quand ils ont sorti les tracteurs, ont inventé le protectionnisme intelligent. Ils ont dit la clause miroir. Est-ce que vous connaissez la clause miroir? Si vous ne le savez pas, je vous en donne l'explication. Soyons pédagogues. Quand vous êtes producteur de cerises, on vous interdit le pesticide qui vous protège contre la fameuse Suzuki qui détruit vos fruits. On vous l'interdit en France. Mais les Polonais, les Italiens, les ceci, hein, ils ont tous le droit d'utiliser ce pesticide. Donc tous les fruits arrivant en concurrence sur le sol français ont l'anti-Suzuki. Ce que les producteurs français ne peuvent donc pas faire, ils ne peuvent pas lutter contre leurs ravageurs, donc ils arrachent leurs arbres, donc nous perdons l'agriculture de la cerise. Donc c'est pour ça qu'on mange des cerises qui viennent de Pétaouchnok. Mais je peux vous faire de la framboise. La framboise, le gouvernement a interdit tous les moyens agrochimiques de lutter contre le destructeur de la framboise, la grenaille, le ceci, cela. Très bien. Et donc, nous mangeons des framboises qui viennent de Serbie, d'Espagne, du Maroc, qui, eux, ont le droit d'utiliser les pesticides interdits sur le sol. Qu'est-ce que la clause miroir? Eh bien, c'est si je suis interdit de l'utiliser, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vendre. Donc, comme ça, on va devoir trouver une solution alternative. Alors, il existe un système qui s'appelle le biocontrôle, c'est-à-dire qu'on utilise les méthodes naturelles pour lutter contre la nature elle-même et ses ravages. Les Américains ont, écoutez bien, ont accepté et donné des autorisations de mise de marché, parce que c'est exactement les autorités sanitaires, que ce soit des produits sanitaires ou pas, ils donnent toujours l'autorisation, ils doivent donner une autorisation administrative de mise sur le marché comme un médicament, même si c'est naturel. Ils en ont créé 1000. En Europe, il y en a 40. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il faut 10 ans entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on obtient une autorisation, parce qu'il y a les tests, il y a ceci, il y a cela, que personne ne connaît, entre l'ANSES, l'EFSA, etc. Donc la bureaucratie a tué les alternatives. Donc les agriculteurs, ils ont raison, mais ils n'ont pas de solution alternative. Donc voilà le type de prise en main assez simple qu'il faudrait faire pour nous permettre de reconstituer une force productive nationale. Alors, je voudrais peut-être terminer en disant, jusqu'où allons-nous aller par rapport à la question européenne? Je voudrais peut-être évoquer la question numérique ici, puisque ça vous intéressera plus que mes histoires de framboises. Excusez-moi, chose simple, vous savez. Finalement, quand on regarde la question des GAFAM, là aussi, vous discutez avec des spécialistes du secteur, ils vous disent, si on décidait, l'Union européenne, là, pour le coup, et c'est pour ça que ma position n'est pas anti-européenne, ma position, elle est de la mise à distance de l'Union européenne sur certaines choses et l'activation de l'Union européenne sur d'autres. L'Union européenne aurait pu prendre des décisions de contrôle des abus de position dominante des GAFAM. Je ne parle pas d'Amazon, je parle de Google. Je me souviens d'une discussion, parce que la France, j'avais signé la plainte avec mon homologue allemand, vice-chancelier à l'économie, contre Google sur le moteur de recherche, qui a d'ailleurs donné lieu à une amende importante d'1,5 milliard, mais pour eux c'est un ticket de métro pour Google. Donc on avait ouvert les hostilités. À l'époque, le commissaire à la concurrence, qui était un Espagnol socialiste, M. Almunia, avait dit: qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu comprends, mieux vaut un bon accord qu'un mauvais procès. Et je dis, moi je préfère un bon procès qu'un mauvais accord. Donc il faut y aller. Et on s'était quand même littéralement engueulé au Conseil sur cette affaire, parce qu'il ne voulait pas plaider. Finalement, c'est Margaret Vestager qui l'a fait, qui l'a obtenu. Mais les sanctions sont trop faibles et l'efficacité est nulle. Donc nous avons aujourd'hui
le problème de la dépendance, d'un abus de position dominante qui n'est pas sanctionné. Quand Legrand et Schneider veulent fusionner, la Commission européenne dit « vous êtes en position dominante ». Lorsque je propose un plan Alstom-Siemens, on nous dit « ah, la Commission européenne va vous empêcher de le faire ». Mais Google continue à nous prendre 92% de part de marché. Donc vous avez des gens qui connaissent parfaitement le marché qui vous disent si la Commission européenne dit ben, dans 3 ans vous êtes à 50%, vous allez avoir toutes les startups qui ont décidé de faire des moteurs de recherche, tous les gars de la Silicon Valley et les gars de la Silicon Valley vont revenir, se remettre à travailler et on peut espérer restaurer une part de souveraineté. Mais ça, c'est le combat d'arrière-garde. Ça, c'est ce qu'il fallait faire il y a 10, 15 ans, 20 ans peut-être. Là, la question, c'est le cloud. Pour moi, c'est la question du cloud, c'est-à-dire l'outil qui commande la capacité de puissance, de calcul, de stockage, et c'est l'outil qui nous permet de progresser. Si on ne l'a pas, on est mort sur le big data, l'IA, le calcul quantique, toute la haute performance et les nouveaux réseaux. Donc vous avez, si vous ne tenez pas le cloud, vous avez un risque géostratégique parce que qui tient le cloud tient le provider, donc tient les États, qui tient le cloud fait les prix, c'est le risque économique, et le risque juridique qui tient le cloud tient la formation à la disposition des États. Donc, évidemment, l'Union européenne utilise la réglementation. Mais c'est la réglementation. J'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure sur la réglementation, c'est pas assez dur, du pénal, ceci, cela. C'est le sport européen préféré des technocrates bruxellois. La réglementation, sur le Green Deal, sur la taxe carbone, sur tout ce qu'on veut, c'est de la réglementation contre nous. Jamais vis-à-vis des autres. La taxe carbone, aujourd'hui, les industriels vous disent bah, c'est une taxe sur nous, mais pas sur les Chinois, qui continuent. Et donc là, la réglementation n'est pas l'outil le mieux adapté. C'est l'investissement. C'est-à-dire la construction, ça a été dit par, je crois, M. Picarda, sur la question des investissements publics dans les infrastructures. Ça peut être public, ça peut être privé, ça peut être public-privé. La question du cloud, j'avais fait un plan il y a 10 ans sur les 34 plans industriels, il y en avait un sur le cloud souverain. J'avais demandé à M. Octave Klaba de OVH et M. Thierry Breton, patron d'Atos, de se mettre d'accord, parce que je me disais Atos, ils ne feront rien, ils feront des data centers, mais OVH, ils avaient des idées, c'était une start-up démarrante à l'époque. Bon, ils se sont, alors après mon départ, ils se sont engueulés. Atos a fait faillite. Bon, et OVH a eu quelques difficultés de taille, mais Atos plus OVH, on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas encore perdu si on sauve Atos, évidemment. Parce que maintenant, on en est là. Donc, imaginez si on avait fait le cloud souverain qui était dans nos plans industriels de l'époque. Donc, vous voyez qu'on peut le faire. En fait, il faut mettre les gens autour de la table et travailler ensemble, mettre un peu de picotin sur la table publique, et l'investissement privé suit, et les marchés viendront. Alors, ils ne viennent pas toujours. Sur l'hydrogène, ce n'est pas le cas. Pourtant, il y a eu beaucoup d'investissements. Enfin, mais qui avons-nous en face de nous ? Les Américains investissent 800 milliards dans le numérique. Vous avez c'est tout à fait intéressant, le gouvernement des États-Unis qui a demandé aux grandes institutions financières de fusionner avec les hyperscalers numériques. Je ne sais pas si ça se fera, mais on voit ce qui peut se passer. Vous avez la BNP, première banque européenne, 100 milliards de market cap, et dans l'IA, le champion qui est à 3300 milliards, c'est un peu plus que le PIB français. Et vous avez Elon Musk qui a annoncé qu'il allait investir dans un ordinateur quantique de 100 milliards d'euros. 100 milliards, vous avez bien entendu, c'est pas 10 milliards, pas 1 milliard, 100 millions, non, c'est 100 milliards. Donc nous sommes en face de nous. Nous avons en face de nous une force de frappe consolidée, possible, qui va se ruer sur nous et après nous mettre en situation de dépendance définitive. Donc il est encore temps aujourd'hui de dégager une stratégie, des moyens, des opérateurs. Je ne sais pas si on a tout ça, mais il faut les trouver. Parce que sinon, nous serons définitivement en état de servitude volontaire et souriante. Alors, je voudrais terminer ce petit exposé, qui n'est pas très réjouissant, mais en même temps, que voulez-vous ? Vous avez voulu me faire venir, c'est votre peine. Moi, je dirais un mot sur l'Union européenne.
vous comprenez dans mon propos qu'il ne s'agit pas de se débarrasser de l'Union européenne, on en a besoin, mais de ramener l'Union européenne, le fleuve qui débordait dans ses excès, dans le lit de ses origines, et le contraindre à corriger ses propres naïvetés, ses incompétences, ses impérities dans la guerre économique mondiale qui s'accentue. Et si j'avais à dire, le sujet, ce n'est pas moins d'Europe ou plus d'Europe, c'est moins d'intrusion dans la vie des peuples et plus de protection des peuples contre l'extérieur. Voilà, ça, je pense que c'est ça qu'on devrait demander à nos dirigeants européens. Et dans cette tempête, nous allons devoir davantage nous unir, travailler ensemble, se donner la main, faire ce que j'appelle la tortue romaine. Quand il pleut des pierres, abritons-nous ensemble, mais ensemble. Et nous organiser collectivement pour retrouver cette force perdue. C'est un peu l'esprit du patriotisme auquel j'appelle, dans toujours les mêmes interventions que je suis contraint de répéter. Mais vu les dégâts que nous avons à gérer, je crois que nous avons maintenant besoin d'agir de façon beaucoup plus unitaire. Évidemment, les tensions politiques et sociétales qui travaillent la société française ne nous y aident pas, mais je pense qu'il faut que nous ayons ça à l'esprit pour agir le mieux possible dans l'intérêt de notre bien commun. Il me reste à vous dire, vive la souveraineté française, vive la République et vive la France, Monsieur Barbedienne. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. J'ai deux certitudes. La première, c'est que je ne suis pas le seul dans cette salle à avoir bu du petit lait pendant près de 45 minutes. Vous avez été rassérénant sur la partie constat, parce que ça prouve que nous ne sommes pas seuls à dresser ce constat, et galvanisant quant aux mesures que vous préconisez. Il vous reste 15 bonnes grosses minutes pour proposer aux auditeurs et auditrices ici présents de vous poser les questions de leur choix. Oui, bonjour. Je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Je suis là. Bonjour, madame. J'avance. Emmanuel Galichet, je parlerai tout à l'heure. Je suis universitaire au Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, je vais vous poser la question sur les forces vives, sur les talents, le capital humain. Toutes vos mesures sont extrêmement intéressantes, mais avec quels jeunes en particulier vous pensez les faire, puisque aujourd'hui, si vous regardez les sondages, c'est à moins de 40% des jeunes qui pensent que peut-être un jour l'industrie pourrait être une porte de sortie dans leur carrière professionnelle, 40%. Et puis avec la réforme Blanquer, alors ça va vous plaire puisque c'est la réforme Blanquer, mais du baccalauréat 2019, eh bien aujourd'hui nous sommes à 27% seulement des bacheliers qui sont des bacheliers et bachelières scientifiques. Et donc, avec quoi faisons-nous demain l'industrie de la France? Déjà, il faut réformer la réforme Blanquer. Voilà. Deuxièmement, je crois que c'est un projet national. Vous voyez, c'est une mobilisation nationale. Cette prise de conscience, moi j'aime bien M. Barnier, ce n'est pas le diable, c'est un homme qui a montré dans son parcours, et j'ai travaillé avec lui quand j'étais au gouvernement, il était à Bruxelles. C'est un homme qui est un sincère patriote, c'est un homme ouvert. J'aimerais qu'un Premier ministre porte la conscience collective française sur ces sujets. Pourquoi? Parce que c'est une mobilisation nationale de la même nature que celle que nos ancêtres ont connue pendant la reconstruction, après la libération, où il fallait remonter le pays. C'est exactement ça, le sujet. Et donc, moi, je pense qu'il faut se préparer à propager, c'est pour ça que je suis venu, pour propager chez vous, auprès de vos adhérents, cet état d'esprit. Nous devons reconstruire notre pays tel que nous voulons être libres. Voilà. Et pour le défendre. Parce que, d'abord, c'est le plus beau pays du monde. Ça, c'est l'évidence. Et deuxièmement, il ne mérite pas le sort qui lui a été donné. Et que nous lui avons collectivement laissé. Donc maintenant, il faut s'en occuper. Alors, les jeunes ne savent pas ce qui se passe.
D'ailleurs, ils sont eux-mêmes pris dans des mouvements sociétaux, dans des réseaux sociaux tribalisés, des mouvements sociétaux idéologiques qui, finalement, les détournent de leur vie quotidienne. Parce que, à force de dire « nous sommes des individus sur la planète et donc je dois faire chaque jour des gestes quotidiens qui me délivrent de la mauvaise conscience de ne pas être un citoyen sur Terre qui », tout ça est mythologique. Le vrai sujet, c'est comment, je vois bien avec mes propres enfants qui maintenant entrent sur le marché du travail, ils commencent à comprendre un certain nombre de choses et évidemment, l'atterrissage est difficile. Et donc, il y a des réévaluations qui vont se faire au fur et à mesure que le temps va passer. J'ai envie de vous dire, moi j'ai croyance dans la jeunesse, mais il faut lui parler. Personne ne lui parle. Personne ne lui parle. C'est TikTok qui raconte des histoires. Enfin, si, il y a M. Bardella qui parle à la jeunesse. Voilà. Bon. Chacun pense à ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas d'opinion politique à exprimer ici. J'ai mes opinions, et peut-être les devenez-vous ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut lui parler en termes collectifs. Pour qu'elle prenne conscience de sa part, de la part que chacun peut jouer dans la construction de notre bien commun. J'ai eu une fille qui est partie aux États-Unis pour finir ses études. Elle m'a dit, papa, je rentre. C'est horrible, les États-Unis. J'ai vu 2 crimes de sang dans les rues de New York. Il y avait des zombies partout qui avaient pris du je sais pas quoi. La France, la sécurité sociale, les études gratuites, c'est formidable. Vive la France. Je dis, merci ma fille, tu es ma fille. Voilà, bah, chacun éduque ses enfants et nous y arriverons. D'accord ? Et alors, pour ceux qui disent les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes, ils ne veulent pas travailler. C'est le livre culte de la jeunesse, c'est David Graeber, Bullshit Jobs, à lire d'urgence. C'est extraordinaire. Ils ne veulent pas travailler dans l'organisation managériale pourrie, léguée par les mecs qui ont tous fait des MBA. Voilà. Ils ne veulent plus de ça. Donc, ils veulent travailler, mais pour eux. Donc, ils vont monter des boîtes. Moi, j'ai un fils qui a fait ESCP. J'ai de la chance, ils ont travaillé, mes enfants. Et ils n'avaient pas le baobab dans la main. Ah, tant mieux. Alors, il a fait ESCP. Je dis, va bosser. Et il me dit, je veux monter ma boîte, papa. Bon, je ne vais pas lui dire le contraire. Je dis, tu vas te planter 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas grave. C'est pas moi qui paierai. Tu te débrouilles avec tes économies. De toute façon, tu n'as pas d'argent. Donc, tu te débrouilles. Mais ils veulent. Donc, faut pas... Alors, faut réformer la réforme Blanquer. D'accord, ça, je suis d'accord. Madame Galichet. Merci. Oui. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je suis là, je me lève. Ah, merci, bon. Monsieur, merci. Je ne vous vois pas parce que oui. Vous êtes dans la pénombre, ce qui me gêne fortement, parce que j'aime bien communiquer avec vous. Ok. Merci beaucoup pour le petit lait. On a évoqué le sujet autour du narratif. Est-ce qu'on n'a pas également un problème d'échelle ? Vous l'avez souligné sur le cloud. Globalement, ce qu'on investit en 1 an, les Américains... Enfin, c'est voilà, il y a un problème d'échelle vraiment majeur. On a un rapport Draghi qui pointe un certain nombre de choses sur le numérique. Vous avez dit un certain nombre de choses en commission sur des reventes. En gros, le prix de la trahison, si je me souviens bien, c'est 15 millions. Je crois que c'est le chiffre que vous avez à peu près annoncé. Plutôt grosso que modo. Plutôt grosso que modo, voilà. Donc ma question, elle est simple, c'est comment on fait pour changer d'échelle ? Et il y a une autre question que j'avais à vous poser, c'est qu'aujourd'hui, le CAC 40, il est détenu par des fonds étrangers. Donc quand on parle de souveraineté, il y a un vrai sujet aussi sur l'appartenance des fonds sur nos capitaux. Donc ça, c'est une question, l'échelle et l'argent. Encore une fois, je cite un autre fait, c'est que BlackRock vient d'annoncer une mobilisation de fonds sur l'IA de 30 milliards. Donc c'est des gens qui vont investir dans des entreprises. Et ça, c'est qu'une petite partie. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une question aussi du financement dont on ne parle pas trop sur le numérique en Europe. Pour moi, c'est pas le nerf de la guerre, mais s'il n'y a pas d'argent pour investir, ça va poser question. Vous avez posé la question du réinvestissement. J'ai essayé d'esquisser la réponse tout à l'heure. L'argent, on l'a en France pour réindustrialiser, et y compris pour nos infrastructures indépendantes. On l'a. Il faut juste que
les Français prennent conscience que leur épargne va servir à ça. Donc elle ne peut pas être liquide. Donc c'est la question du livret de caisse d'épargne. En clair, on est habitué à mettre de l'argent sur le livret de caisse d'épargne qui est liquide, qu'on peut retirer à tout moment. Donc à un moment, on va dire aux Français, vous avez de l'épargne longue, 8 ans, assurance vie, défiscalisée. On va demander aux collecteurs de l'épargne, de votre épargne longue, maintenant de réindustrialiser la France. Quel est le Français qui va être opposé à ce qu'on fasse un fonds souverain de 200 milliards? C'est ce que devrait faire ce gouvernement. Mais attention, ce n'est pas des subventions, c'est de l'investissement. Voilà. Moi, je suis pour que dans chaque département, on commence une première tranche d'un fonds, bon, ça fait 1 milliard, hein, c'est rien, 100 millions par département, où on va mettre du fonds propre dans toutes les boîtes qui en ont besoin et qui ont un avenir. Mais y compris dans des trucs qui sont, comme on dit, des commodités, ce n'est pas de la high-tech, mais on en a besoin. Donc ça, alors soit on abandonne les PGE, s'ils veulent pas, il y a 120 milliards, hein, soit on le fait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les fonds souverains, on a l'argent, on peut le faire. Après, il y a le plan européen. Le plan européen, il faut, heureusement que Draghi dit une évidence, c'est mon discours d'ailleurs, il dit, on est obligé dans la course mondiale d'investir des centaines et des milliers de milliards. En fait, en gros, il dit ça. Bon. Donc, on fait de la création monétaire. On en a le pouvoir. Voilà. Et donc ça, c'est le débat qu'il faut ouvrir avec la Commission européenne. Donc on ne va pas faire de la consolidation budgétaire. Ce n'est pas possible. On va baisser les taux et on va faire de la dette, mais la dette, elle n'a rien à faire dans les États membres, qui ne peuvent pas la supporter, ils ne peuvent plus la supporter. Il faut la faire là-haut. Ce que les Allemands ne veulent pas, mais enfin, ce que les Allemands ne veulent pas, il y a un moment, il faudra qu'ils cèdent, parce qu'ils sont minoritaires. C'est ça l'enjeu politique. Hein. Donc je vous réponds, vous avez raison, Draghi a raison, nous avons raison, mais on ne l'a pas encore fait, parce que ça résiste. C'est un meeting politique, M. Barbedienne, ici. Ça n'arrête pas, là. On y va. Je me lève, pardon. Ça me rappelle ma jeunesse. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour, Camille Roux. Je suis la présidente et la fondatrice de l'Institut Thémis, qui fait de la formation militaire et qui exporte du commandement français. Je voulais vous poser une question, justement, qui rebondit sur la réponse que vous avez faite à monsieur. Vous avez parlé d'un fonds souverain obligatoire donc, pour la réindustrialisation. Et est-ce que vous pouvez revenir sur les financements que vous envisageriez? Vous aviez parlé de la Caisse des dépôts et consignations, d'un impôt à 2%, ou etc., ou d'autres structures. Parce que la BPI fait déjà pas mal de choses. Comment vous envisageriez, si on fait ce fonds à 200 milliards, un fonds souverain, comme d'autres pays en ont en Europe? C'est curieux d'ailleurs que ça n'existe pas déjà en France. Comment le financeriez-vous? Merci. Ben, vous avez l'APE, qui est un mini-fonds souverain, qui est dirigé par le ministre de l'économie. Enfin, c'est des participations. Bon, alors parfois, il achète peu, il vend. Moi, j'ai nationalisé Peugeot avec ça. J'ai sauvé Peugeot, j'ai mis 800 millions. Et on l'a revendu, 1,5 milliard. C'est pas mal pour les contribuables. Et regardez où est Peugeot. On a bien fait, non? On a bien fait de nationaliser Peugeot. Bah oui, mais ça, on l'a pas dit. Parce que le président de la République, tu ne dis pas que tu nationalises. Je dis, ben non, je vais le faire, c'est mieux. Mais j'ai jamais pu le dire. Parce qu'il ne fallait pas froisser, je ne sais pas quoi, le Financial Times, la famille Peugeot, alors qu'on les a virés. Excusez-moi, ils avaient planté la boîte, quand même, 12 milliards de pertes. On avait la banque captive qui était plantée. Et il fallait trouver 7 milliards. On a apporté 7 milliards de garanties qu'on a fait valider par la Commission européenne pour sauver la banque captive. La banque captive, c'est ce qui permet d'octroyer du crédit leasing aux acheteurs de véhicules Peugeot, Citroën, DS. C'était pas rien quand même. Bon, donc on leur a dit, écoutez, ça suffit maintenant. Donc c'est très bien, vous avez 37%, ben, on va faire un accord avec les Chinois. L'État rentre au capital, puisque les Chinois n'avaient jamais été capables de vendre en Chine, ou très mal. On fait un accord avec Dongfeng, avec l'État, et vous descendez. Donc ils ont pris, chacun a pris 14. On a mis Louis Gallois à la tête du président du conseil de surveillance, et on a lequel est allé chercher Tavares, vous connaissez la suite. Il a remonté PSA, il a racheté Opel, et il a fait l'accord avec Chrysler et Fiat, et nous sommes numéro 4 mondial. C'était une boîte qui était en faillite. Bon, donc l'État, quand il est intelligent, qui ne fait pas n'importe quoi, il a mis 800 millions sur son industrie automobile. À l'époque, c'était pas mal. Bon, donc on peut faire. Est-ce qu'on avait l'argent? Ben oui, on avait l'argent à l'APE, l'Agence des participations de l'État.
Donc là, le maire a vendu la Française des Jeux, une cash machine, grave erreur. Grave erreur, parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Bref, ils gèrent ça comme Mamie Mougeot à l'époque d'Antoine Pinet, quoi. Enfin, c'est vraiment, on est dans un autre monde, on a besoin d'être actif, de prendre des positions risquées, donc faut équilibrer les choses. Donc c'est pas géré comme on devrait le faire. Mais ça, c'est le début d'un fonds souverain. Il y a 120, à mon époque, il y a 10 ans, il y avait 120 milliards, ça a dû baisser parce que EDF s'est écroulé, est sorti, etc. Mais c'est intéressant. Donc, comment on le finance? On va faire une loi en disant, écoutez, tous ceux qui ont de la défiscalisation, qui bénéficient de la défiscalisation des contrats d'assurance vie, les PEA, vous mettez 2% de vos encours dans un fonds souverain auquel vous êtes souscripteur d'office. Et c'est réglé. Et on a 150 milliards. Pas tout de suite, on met des tranches. On voit la première tranche, la deuxième, puis on commence à investir. Sur du... Et là, c'est pas les copains. C'est pas... Tiens, c'est super ce que tu fais. Tiens, on va partir aux Bahamas ensemble. Non, c'est pas ça. C'est du stratégique, filière par filière. Donc, par exemple, on avait une industrie de levage... on importe 4 milliards de grues par an en France. Enfin, d'outils de levage. On avait une industrie de levage en France quand même. C'est une industrie de l'industrie, c'est une sous-industrie. On en a besoin pour le reste. Tout ça, on l'a abandonné. Enfin, je pourrais vous faire, c'est désastreux, c'est horrible d'ailleurs. L'énumération des postes de la balance commerciale, vous verriez ce qu'on... Donc, c'est ça qu'il faut remonter. Donc, il y a des boîtes qui font du levage. Alors, vous avez des boîtes, il y a Olot, on leur dit, vous faites des trucs comme ça, vous pourriez faire des trucs comme ça, peut-être pas comme ça, ou des ponts roulants, ou vous rachetez telle boîte, nous, on capitalise, et vous montez le troisième business. Bref, on fait du mécano-industriel avec les industriels. On leur impose rien, parce que c'est sur eux que ça repose. Donc en fait, c'est une politique industrielle faite par les industriels, comme une politique agricole faite par les agriculteurs. Parce que c'est eux qui bossent. C'est eux qui vont être dans le business, c'est eux qui vont aller vendre. Voilà. Et on se met au prix compétitif quand même. C'est pas de l'industrie subventionnée. J'ai répondu? Félicitations pour Témis. Très bien, très belle boîte. Michel Ferrand, avocat, mais on se connaît par les FFI. Je suis très content que l'analyse que j'avais faite de French Data Network en 2021 se diffuse et soit partagée. Et notre différence d'appréciation avec les Allemands, il faut vraiment faire comprendre qu'il y a une nuance entre une cour de justice européenne qui homogénéise le droit européen, ce qui est son boulot, et une cour de justice européenne qui juge du périmètre du droit, alors que ce sont les États qui ont délégué une compétence et pas l'inverse. Donc bravo pour continuer à faire passer ce message, c'est extrêmement important, sinon on ne sera jamais souverain. Mais ça, je dirais, ça n'est qu'une partie de nos problèmes, et il y a une grosse catastrophe qui est en cours de production aujourd'hui. Encore une. Encore une, ça n'arrête pas. Si on combine les directives CSRD, si on combine l'obligation de vigilance, il y a une directive qui est dans les tuyaux qui va bientôt sortir, on est en train de mettre en place dans le tissu économique une société complètement orwellienne où tout le monde doit dénoncer tout le monde. C'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui une entreprise de plus de 5000 salariés, vous êtes obligé de faire des rapports sur ce qui se passe chez vos sous-traitants, chez vos sous-sous-traitants et chez vos fournisseurs pour vous assurer que la place des femmes, qu'il n'y a pas de travail illégal, qu'on n'a pas fouetté les enfants, etc., etc. Tous ces principes sont très beaux. Mais si au lieu de mettre en place un système de délation généralisée qui va faire la fortune des cabinets de conseil, des avocats aussi, donc je m'en plains, mais je ne devrais pas, d'accord ? Si au lieu de mettre en place un système de délation généralisée qui va coûter une fortune à gérer et pour lesquels beaucoup n'ont pas les moyens, on disait n'employez pas les enfants et appliquez la règle chez vous, et vous n'avez pas besoin de dénoncer votre voisin, ça serait très bien. Donc on est en train de passer d'un système normatif qui est déjà trop touffu à un système de délation que personne ne va pouvoir gérer et qui va faire la fortune des ONG et des gens qui sont derrière les ONG, qui seront manipulés, parce qu'on dira j'ai besoin de faire tomber un concurrent. Les Allemands savent très bien faire ça, les Américains savent très bien faire ça. Faites-moi tomber cette boîte-là, fabriquez-moi un rapport, on va faire un procès. Et c'est pas grave si 5, 6, 7 ans après, il s'avérera que ces gens-là sont innocents.
Dans l'intervalle, on les aura fait tomber. Donc on est en train aujourd'hui de continuer à fabriquer à l'échelle européenne et nationale des outils qui sont la destruction de notre industrie. Donc moi, je suis complètement favorable à tout ce que vous avez dit, ce que vous avez proposé, mais s'il faut faire le plus, il faut aussi arrêter de faire le moins, parce que sinon on est en train de continuer à creuser notre tombe. Merci. Alors, j'ai un groupuscule qui me soutient. Alors, je vais vous dire, cher monsieur, que la Cour de justice de l'Union européenne, pour reprendre le volet juridique que vous soulignez, a à un moment jugé que les militaires devaient être aux 35 heures. Donc, il y a un moment, vous voyez le conflit de loi. Le Conseil d'État dit « Ponce Pilate, ne me regarde pas ». Donc, il y a un moment, on est arrivé à dire on n'appliquera pas la décision de la Cour de justice. Et donc, c'est ça l'enjeu qui va s'intensifier. Vous allez avoir une démocratie majoritaire qui va prendre des lois exprimant la souveraineté nationale. Et vous allez avoir un système européen intrusif qui organise la production permanente sur sa propre vision, qui n'est pas légitime, qui est le fruit de multiples compromis, du trilogue entre les institutions dans cette boîte noire, qui, en permanence, va harceler tout l'ordonnancement juridique des États membres jusqu'à, finalement, unifier et uniformiser l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas l'uniformisation. On n'a pas des uniformes avec le doigt sur la couture du pantalon derrière Madame van der Leyen. L'Union n'est pas l'uniformisation. Donc ça, c'est le travail des juridictions nationales. Alors, il y a un gars dont je vous conseille la lecture, je vous ai parlé tout à l'heure de Luanzi et de son rapport interdit qu'il est en train de rendre public. Lisez le livre de Jean-Éric Schottel, ça se lit comme... c'est un thriller, c'est absolument incroyable. Vous comprenez, ça s'appelle « La démocratie face au prétoire ». Ça montre en fait la démocratie disparaît. Voilà. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel... il faut porter l'attention et maintenant le débat politique et la pression morale sur les magistrats qui ont pris trop de pouvoir dans l'ordonnancement juridique national. Je commente ce matin dans le village de la justice la décision du 5 décembre 23. La très belle de la Cour. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Alors, monsieur parle d'une décision qui a été prise en fin 23, donc il y a à peine 8-9 mois, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a décidé d'appliquer l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme à des questions environnementales. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le droit à une vie familiale normale. C'est ce qui a justifié le regroupement familial contre lequel il y a des demandes de référendum. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le droit européen à une vision extensive du regroupement familial, le droit national a une vision de plus en plus rétrécie du regroupement familial. Et donc on arrive là, au bout, on va arriver à la confrontation. Donc vous avez des partis politiques, vous voyez lesquels, qui disent « ça, nous sortons de ce dispositif ». Et à ce moment-là, vous avez une interprétation des magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme qui établit un lien entre le droit à une vie familiale normale et le respect du droit de l'environnement, donnant une compétence gigantesque à la Cour européenne des droits de l'homme, étant maintenant capable d'entrer dans tous les sujets environnementaux. Donc vous allez avoir une nouvelle Cour suprême qui va condamner les États, les entreprises, sans légitimité. Donc moi, je suis pour qu'on ferme cette Cour. Voilà. Elle n'a aucune légitimité, et là, elle a outrepassé ses droits. C'est ma position politique. Alors, j'ai évidemment des gens qui vous disent « ça, c'est la position de Viktor Orban ». C'est une position illibérale. Attention, je réponds à l'objection. C'est une position illibérale. Pardonnez-moi de prendre un peu de temps, j'ai pris 7 minutes. Ça va ? Bon. C'est une position illibérale, c'est-à-dire que vous donnez le pouvoir à la majorité. Et donc, il n'y a pas de limite juridique aux excès de pouvoir de la majorité. C'était la phrase d'André Leniel en 1982, lorsque la droite a déposé un recours au Conseil constitutionnel sur les nationalisations de François Mitterrand. Il avait dit «
vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Illibéral, c'est une accusation extrêmement grave, parce que ça veut dire que vous tuez les libertés publiques. En vérité, là, c'est un excès de pouvoir du juge qui, sans légitimité, est entré dans le champ du législateur. Et donc le législateur, c'est le souverain. Le juge n'est pas le souverain. Voilà. Il est le lecteur, la bouche de la loi, le lecteur de la loi. Donc, ce qui est illibéral, c'est donner du pouvoir à des gens qui ne sont pas élus pour prendre des décisions à la place des élus. That's the point.